Donc, je suis Loïc Guézot. Je suis également secrétaire général du CLUSIF et réserviste police nationale des CPJ dans les entités décrites par le commissaire Pousquet tout à l'heure sur Paris. Alors, euh, mon introduction est tout à fait en ligne avec ce qui a été présenté jusqu'à maintenant. Effectivement, tout le monde est d'accord pour dire que la menace croît de manière exponentielle. Donc, je ne vais pas retracer les différents éléments qui ont été ciblés. Je vais quand même insister sur le fait que, et ça a été dit par Madame la préfète en introduction, un des gros éléments fédérateurs de toutes les réponses aujourd'hui et fondateur de la stratégie, l'accélération de la stratégie nationale, c'est un rançongiciel. C'est celui qui a frappé l'hôpital de Dax et qui, depuis 2021, est resté vraiment dans tous les esprits. Alors, les différentes études, parmi les plus intéressantes, moi je retiens toujours les rapports d'activité de l'ANSSI, parce qu'ils ont le gros intérêt d'être, je dirais, neutres. Euh, et ils sont très parlants si on regarde l'aspect rançongiciel pour avoir une idée du volume. Donc, c'est ces petits chiffres ici. Donc, on avait déjà, en 2020, on avait 192 rançongiciels qui ont frappé des organisations françaises dans le périmètre de l'ANSSI. Donc, autant dire que les organisations hors périmètre qui sont aussi frappées sont frappées à des niveaux beaucoup plus importants. Mais ce que je retiens, c'est que malgré les efforts, malgré les annonces, malgré les sensibilisations qui sont faites, l'année suivante, on a encore eu plus que l'année précédente, puisqu'en 2021, on a eu 203 rançongiciels qui ont frappé sur le périmètre de l'ANSSI. Donc, je n'ose pas imaginer ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu tous ces efforts conjoints du secteur public et privé et de la sensibilisation des écosystèmes divers et variés. Par contre, ce qui est à noter, c'est qu'à partir de toutes les analyses qui sont faites, on voit que le facteur humain devient prépondérant dans la chaîne d'attaque, puisque la plupart de ces attaques, y compris celles-ci qui étaient très spécifiques, ciblant, on va dire, la France et rétro-ingénierie par l'ANSSI, démarrent par un mail d'attaque, un courriel d'hameçonnage, comme on peut en trouver dans beaucoup de schémas. On a aussi souligné, donc ça c'est une publication Proofpoint qui a été reprise par l'Express, que ces attaques peuvent, bien sûr, être des rançongiciels assez larges, mais peuvent être aussi des attaques extrêmement ciblées qui vont là viser quelques personnes dans l'organisation, donc extrêmement chirurgicales, mais qui vont elles aussi commencer par un mail, par une approche, par la messagerie électronique. Donc, la messagerie électronique, et c'est confirmé par des études, par des cabinets comme Wavestone, qui sont des primo-intervenants privés, qui vont donc sur site et qui font de la réponse à incident. Ces cabinets, donc, dans son dernier rapport annuel, montrent que les aspects messagerie pure et dure, mais aussi un petit peu indirectement plateforme d'accès. Donc, par exemple, après une compromission de compte, on accède à un système. En tout cas, ces deux-là, 51 plus 14, ça fait 65%, donc 2 tiers des attaques qui sont liées au facteur humain. Dans le rapport Wavestone, il n'y a que, je dirais, un gros tiers qui est un sujet purement technique, sans intervention humaine. Donc, on voit très clairement que la messagerie est le vecteur numéro 1 d'attaque et le facteur humain est le facteur essentiel pour déclencher ces opérations. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu dans le détail, avec un exemple illustratif d'une vraie attaque, comment se passent les attaques de rançongiciel et à quel niveau le facteur humain intervient. Donc, cet exemple est basé sur une attaque qui a eu lieu sur la société FatFace, qui est en fait une chaîne de magasins de commerce et qui est bien établie puisqu'elle a plus de 30 ans. Et elle a été en fait ciblée en début d'année 2021 par un gang Conti qui était bien actif et bien connu
jusqu'en début d'année 2022, et qui a démarré son attaque par une attaque de phishing classique sur un des utilisateurs de la société FatFace, donc facteur humain 100%. En une semaine, le gang d'attaquants a réussi à obtenir des droits d'administrateur, donc des capacités techniques sur l'infrastructure, et a pu se déplacer latéralement sur le réseau. Donc, des opérations qui vont durer une semaine, qui sont furtives, qui ne sont pas détectées par l'autre facteur humain qui est celui de la défense. Les équipes techniques n'ont pas vu ce qui se passait, et donc, au bout d'une semaine, le gang Conti a déclenché l'opération à proprement parler de rançongiciel, qui a démarré par une exfiltration de données de plus de 200 gigas. Donc là aussi, moi je considère dans le facteur humain, puisque cette exfiltration de données a un objectif, c'est de revenir ensuite avec une capacité plus forte pour faire du chantage à l'extorsion contre la victime. On va voir derrière que la partie négociation, discussion entre l'attaquant et la victime est extrêmement humaine. Il n'y a pas du tout de technique là-dedans. C'est vraiment un criminel qui essaie de tordre le bras de sa victime pour obtenir le paiement d'une rançon éventuellement élevée. Donc ici, on a le premier message des attaquants, qui indique aussi, et donc c'est une sorte de guide opératoire qui indique à la victime comment prendre contact avec eux et se connecter par un réseau d'anonymisation pour procéder aux discussions et éventuellement au paiement de la rançon. Donc, facteur humain qui est pas forcément connu du grand public, mais on a une discussion qui se met en place entre l'attaquant, donc qui s'appelle support ici dans ce chat de discussion, et puis ici le nom est masqué, mais c'est le nom de la victime qui va répondre, et on a une vraie discussion entre un attaquant qui explique qu'il attend maintenant une rançon pour libérer les données, et puis une victime qui explique que, alors on est en période de Covid, que son chiffre d'affaires ayant fortement baissé à 25% du chiffre d'affaires habituel, il n'est pas en mesure de payer la rançon qui est demandée et que donc il demande une négociation. Et là, un facteur humain qui est assez symptomatique aussi, on parlait de cyberassurance, mais c'est aussi quelque chose qui est dans l'esprit des attaquants. Et donc, le volet cyberassurance est pris en compte par l'attaquant, puisqu'il estime que l'assurance couvrant jusqu'à, et c'est du renseignement public aux INT qui a été fait avant, l'assurance couvrant jusqu'à 7,5 millions la victime, l'attaquant estime que la victime est susceptible de payer une rançon de cet ordre de prix. Donc on est tout à fait dans les discussions qui ont eu lieu autour de l'article 4 de la LOCMI récemment, mais dans un cas concret qui a eu lieu en 2021. Alors, la victime a réussi à négocier et a fini par payer une amende de 2 millions. Et cette amende de 2 millions et cet incident de sécurité sont restés secrets jusqu'à ce que l'entreprise décide de communiquer, donc ce n'est pas exactement dans les règles de l'art, de communiquer en mars de l'année sur cette problématique qui lui est arrivée en janvier. Donc, mauvaise approche, puisque le public a découvert que l'entreprise avait caché, masqué cette attaque par rançongiciel. Donc, on a eu une levée de bouclier avec là aussi un facteur humain qui a mal été pris en compte par l'organisation, c'est le fait de mentir à ses clients. Donc, un appel au veto, do not shop at FatFace, qui a été relayé très lourdement sur les réseaux sociaux. Donc, une prise en compte maladroite du facteur humain par la victime vis-à-vis de ses propres clients. Alors, pourquoi est-ce que dans l'aspect rançongiciel, le facteur humain est très important? C'est parce que majoritairement, techniquement parlant, aujourd'hui, les attaquants alors, si c'est possible, ils vont le faire, hein, évidemment, mais aujourd'hui, les attaquants ne visent plus les infrastructures prioritairement, comme je l'ai dit en introduction. Ils visent maintenant, par la messagerie, des cibles qui sont directement les personnes responsables dans l'organisation.
personne capable de procéder à un virement financier, capable de modifier un RIB dans un contrat, etc. etc. Pardon. C'est ce qui a été présenté en introduction par le commissaire Bousquet. Et puis surtout, les organisations étant là aussi un peu plus préparées aux attaques frontales, les attaquants vont passer par les fournisseurs, les tierces parties, la chaîne logistique, donc les maillons plus faibles sur lesquels le facteur humain va pouvoir jouer plus facilement que face à une organisation qui est peut-être plus sensibilisée et dont les collaborateurs vont être des maillons forts de la chaîne de cybersécurité. Donc, ces actions contre l'humain, c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, et elle est présente la plupart du temps dans les attaques qu'on voit aujourd'hui. Donc, sous trois formes. La première, c'est essayer d'amener le collaborateur à exécuter du code au profit des cybercriminels. Donc, on va vous demander, par exemple, d'activer l'exécution d'une macro, alors que c'est interdit en standard par votre politique de sécurité. Donc, on va vous amener à contourner la politique de sécurité pour jouer sur votre faiblesse facteur humain et vous faire exécuter du code au profit des attaquants. On va essayer aussi d'arnaquer les victimes en leur faisant directement communiquer leurs identifiants. Et puis, ce qu'on voit de plus en plus et ce qui est très profitable pour les attaquants, c'est de demander, d'amener la victime à réaliser directement un transfert de fonds au profit des cybercriminels. Je rappelle qu'en France, on a un très beau record, malheureusement, puisqu'en début d'année, il y a eu une opération qui a ciblé une organisation française qui était liée à l'immobilier, qui a réussi à faire transférer 33 millions d'euros dans une quarantaine de banques à l'étranger. Et donc, l'opération a été rondement menée avec ce bilan très, très favorable. Le facteur humain, dans ce cas-là, c'était en fait quelqu'un du service comptable qui s'est fait arnaquer de façon assez, je dirais, pas intelligente, mais habile, malicieuse, puisqu'elle a reçu des mails, mais aussi des coups de fil de personnes se prétendant en charge dans le cadre de dossiers de fusion-acquisition qui étaient en cours, de gestion juridique et ont réussi à générer cette quarantaine de virements pour un montant total de 33 euros. Alors, retour d'expérience, c'est toujours intéressant de partager sur le rapport humain. Chez Proofpoint, on a une solution de sensibilisation qui nous permet en fait de générer des fausses campagnes de phishing. Et donc, si on consolide nos résultats au niveau mondial en les anonymisant sur l'ensemble de nos clients, on voit qu'aujourd'hui, le facteur humain, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Ces trois chiffres sont importants parce que si vous menez des opérations dans vos organisations, des opérations de sensibilisation, vous obtiendrez ces chiffres et vous pourrez vous mesurer par rapport à la moyenne mondiale que je vous présente ici. Donc, le taux d'échec moyen d'un phishing qui contient un mail par pièce jointe, c'est le plus important ici, est de 20%. C'est-à-dire que sur une campagne de 100 100 mails de phishing, campagne interne de sensibilisation, on aura 20 personnes qui vont tomber dans le panneau et qui vont ouvrir et cliquer sur la pièce jointe. Donc, c'est encore très élevé. Si on est sur un mail avec un simple lien, là, le facteur humain est un peu plus, susceptible de peut-être voir l'arnaque. En tout cas, il ne plonge qu'à hauteur de 11% dans le piège. Et puis, si on lui demande de saisir des données, il ne tombe dans le panneau qu'à hauteur de 4%. Moi, je retiens que c'est quand même des chiffres assez élevés puisque les attaquants ont la possibilité d'envoyer un très grand nombre de messages. Ça ne coûte rien et on est encore dans des schémas où l'économie d'échelle est bénéficiaire aux attaquants. Quelques exemples parlant de dernière campagne. J'ai un problème. Voilà. Il faut retenir que les attaquants sont toujours à la pointe de l'innovation ou de l'actualité. Donc, lorsque vous avez un événement, et on peut penser au JO 2024 en perspective, lorsque vous avez un grand événement populaire, que ce soit la sortie d'une nouvelle série ici, comme je le montre avec Squid Game, que ce soit un événement
populaire, sportif ou tragique, un attentat ou autre, tous ces événements vont être utilisés comme des leurres pour augmenter la probabilité que les messages d'arnaque soient ouverts et soient crédibles. Donc ici, on avait une proposition d'abonnement pour la nouvelle saison de Squid Game. Et la condition pour pouvoir l'utiliser, c'était d'ouvrir ce fichier Excel qui comportait des macros malicieuses et qui était le début de la chaîne d'intrusion par le rançongiciel. Donc, un autre exemple, c'est typiquement pour la communication des identifiants, de fausses mires de connexion qui ressemblent à des mires classiques, mais qui sont en fait des mires qui sont sous contrôle de l'attaquant. Et donc, si la victime rentre ces identifiants, eh bien en fait, ces identifiants vont être directement adressés à l'attaquant qui va pouvoir la réutiliser derrière, soit les revendre pour d'autres attaquants plus spécialisés sur des accès dissous, soit directement les utiliser pour lui. Alors, ces schémas d'introduction permettent d'arriver tout doucement vers ma conclusion, c'est que si on prend le détail extrêmement précis d'une attaque par rançongiciel, en fait, on va avoir une partie qui est extrêmement importante puisque c'est la partie, le démarrage de l'attaque repose quasiment exclusivement sur le facteur humain. Donc aujourd'hui, toutes les solutions techniques vont essayer de travailler sur toute la chaîne d'attaque. Mais pourtant, c'est comme une fuite d'eau, si vous voulez. On peut imaginer qu'il serait plus intéressant d'investir sur les étapes initiales, et c'est le cas, puisque c'est le facteur humain sur lequel on peut jouer de plusieurs façons. La première façon, c'est d'investir un peu sur les sujets techniques, puisque aujourd'hui, la messagerie est le vecteur initial d'attaque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Or, si on regarde les budgets de sécurité informatique, grosso modo, ça ne représente que 10% des investissements, alors que c'est, selon les études, entre 70 et 90% des chemins d'entrée sur ces attaques par rançongiciel. Donc, il y a aujourd'hui un déséquilibre entre la prise en compte de l'aspect technique de la sécurité de la messagerie et son efficacité dans les attaques. C'est un sujet qui est même connu par les attaquants, puisque, à titre d'anecdote, on avait un rançongiciel qui s'appelait Clop, qui se permettait, dans le cadre de ces négociations, de donner des conseils aux victimes et de leur expliquer qu'ils étaient rentrés par une attaque de phishing et que donc ils auraient peut-être pu investir un petit peu plus avant. Et si on regarde la chaîne de valeur technique Proofpoint, qui est un offreur de solutions de sécurité, on voit qu'on sait faire beaucoup de choses en amont. On sait faire beaucoup de choses éventuellement après coup, quand la personne a cliqué, mais on a ce facteur humain qui reste, je ne vais pas dire problématique, je vais dire plutôt qui reste essentiel dans la défense de l'organisation. Mais on ne peut pas tout faire et il y aura, malgré les campagnes de sensibilisation, de formation, il y aura toujours ce pourcent, ce 0,1% de clics, de victimes qui vont tomber dans le panneau. Donc, on a aussi un complément. Ça ne m'attire pas parce que je n'entends pas. Et là, je l'illustre spécifiquement avec une alliance technique avec une société bordelaise, une pépite bordelaise qui est Tetris, qui justement a une proposition de valeur qui est intéressante, puisque à un moment donné, le facteur humain, on peut travailler dessus en amont, comme je viens d'expliquer, mais à un moment donné, le facteur humain Mais ne je peut plus n'entends toujours répondre pas. au Ça ne sort pas. rançongiciel, puisqu'on est face à des mécaniques qui vont aller jusqu'à des chiffrements de plusieurs dizaines ou centaines de machines en parallèle. Donc en quelques minutes, vous avez une infrastructure qui est complètement contrôlée par l'attaquant. Donc là, le facteur humain ne peut plus rien faire. Il faut de l'hyper-automatisation, il faut de la technique. Donc c'est un élément qu'on a pu présenter justement au Campus Cyber avec le général Boger sur un événement qui a eu lieu le 22, donc il y a 2 jours, sur ces sujets-là. Alors, pour conclure, le rançongiciel, c'est une chaîne technique qui peut être très compliquée, mais sur lesquelles on a un vrai vecteur d'action qui est le facteur humain, qui permet de couper très en amont
la chaîne de valeur de l'attaquant. Et donc, c'est extrêmement important d'investir sur ce facteur humain pour avoir des humains qui ne sont plus le risque majeur, mais qui sont au contraire le maillon le plus fort, en tout cas le dernier rempart avant la catastrophe. Donc, je vais conclure en donnant quelques recommandations qui viennent de ce qu'on voit au quotidien. Je rappelle que c'est juste une petite page de pub, mais sérieusement, on protège aujourd'hui 23 des 40 organisations du CAC 40. Donc, on voit beaucoup de choses. On protège des intérêts français de premier niveau. On a eu l'occasion de faire des retours d'expérience publics aux assises de la sécurité avec Sodexo, avec Safran. Donc, aujourd'hui, on est clair. Le facteur humain est prépondérant puisque 75% des attaques de rançon logiciel ont démarré par un email de phishing qui a marché. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire si on veut lutter contre le rançon logiciel ici. Les attaques ciblent les collaborateurs, puisque je vous l'ai montré, au niveau mondial, on a encore 20% des collaborateurs qui se laissent piéger par des logiciels malveillants dissimulés dans les pièges jointes. Donc, si on veut vraiment travailler sur baisser, alors, moi je ne dirais pas les 1%, ça c'est un slide un petit peu marketing, mais en tout cas, si on veut réduire, maîtriser l'impact des attaques par rançon logiciel, il faut vraiment, premièrement, et c'est majeur, travailler sur ces menaces qui passent par la messagerie, et puis évidemment ensuite avoir une bonne gouvernance sur les infrastructures, donc protéger tous les services qui sont exposés sur Internet, être sûr qu'ils soient à meilleur niveau de sécurité, de configuration, et puis travailler sur le patch management en surveillant bien entendu les vulnérabilités publiques, tout ce qui est sur les infrastructures, parce que même si aujourd'hui les attaquants sont extrêmement tournés vers le facteur humain, si demain les infrastructures sont mal configurées, alors le facteur technique va être utilisé sans aucune ambiguïté par les attaquants. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Vous avez des références qui sont disponibles, version française ou version anglaise. Je crois que tout est en version française maintenant sur le site de Proofpoint.